Intervention de M. Edeliman, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Lille 3 et qui va nous raconter un peu l'histoire de la construction de ce terme handicap psychique. Merci beaucoup pour la présentation et pour m'avoir invité. Alors, on va juste entre les diapos. Donc, sur le programme, mon intervention est censée durer 3/4 d'heure. Je vais essayer de faire plus court pour qu'on puisse aussi avoir un temps d'échanger de questions, donc de parler environ une demi-heure. Mon point de départ, ça va être, comme on vient de vous l'indiquer, de vous donner un peu des repères, notamment des repères historiques sur la construction de la catégorie de handicap psychique. Je vais partir de manière un peu large de la question du handicap. Je vais passer par le handicap mental et puis on va en venir en bout de course, disons, au handicap psychique. Et puis si j'ai le temps, je vous donnerai quelques pistes de recherche actuelles, notamment tirées de mes travaux, et de ceux de tous les gens qui travaillent avec moi sur ces questions-là. Alors, on va essayer de faire ça en 3 temps. D'abord, donner un peu des définitions, essayer de clarifier un petit peu les choses, donner des repères historiques. Ensuite, insister sur la manière dont la catégorie de handicap psychique a émergé d'alliances particulières qui ne sont pas évidentes. Et puis, comme je vous le disais, si j'ai le temps, je reviendrai sur quelques pistes actuelles de recherche. Alors, je ne sais pas non plus à quel point vous êtes familier, et puis sûrement ça dépend des uns et des autres, avec l'histoire du handicap. Alors, je reviens rapidement sur l'étymologie. Peut-être certains d'entre vous le savent. Le mot handicap, ça vient d'une expression anglaise, hand in cap, la main dans le chapeau. Et ça évoque un jeu d'échange où les participants à l'échange troquaient des objets qui étaient cachés dans un chapeau, et il y avait un arbitre dont le rôle était de dire si l'échange avait été équitable ou non. Et en cas d'échange manifestement non équitable, l'arbitre était chargé de compenser le côté inéquitable du transfert. Donc vous voyez qu'on est quand même assez loin du sens actuel du mot handicap, mais on retrouve cette idée de compensation d'une certaine forme d'inégalité. Alors pareil, pour ne pas passer trop de temps, on va entrer assez rapidement dans le vif du sujet avec la définition plus récente du mot handicap. Pour aller très vite, le handicap, c'est un ensemble de conséquences en termes de limitation dans la vie quotidienne de problèmes de santé ou de problèmes venant de plein d'origines possibles, d'un accident, d'une maladie, parfois de processus très indéterminés. Et ces manières de penser ces conséquences au quotidien de problèmes de santé, elles ont beaucoup évolué au fil du temps. Alors, pour répondre un tout petit peu aux questions qui étaient posées avant, un premier élément de réponse est de dire que les réponses qu'on va donner à tout ça, c'est beaucoup des réponses en termes de construction historique. Selon les époques, on n'a pas pensé ces choses-là de la même manière, et le fait de les penser différemment, ça change beaucoup de choses à la manière aussi de les prendre en charge. Alors, un premier point sur la différence entre modèle individuel et modèle social du handicap. C'est des réflexions très classiques. Là, vous voyez une image d'une personne qui se déplace en fauteuil roulant. Il y a un bureau de vote qui est à l'étage avec pas de rampe, pas d'ascenseur, mais seulement un escalier pour y accéder. Il y a 2 grandes manières, pour simplifier, un peu de lire cette situation. Si on raisonne en termes de modèle individuel du handicap, on va dire qu'on a là une personne qui a un handicap moteur et qui, du coup, ne peut pas aller voter parce qu'il y a un escalier pour aller voter. Donc, on va insister sur le fait que cette personne est porteuse d'un handicap et que, de ce fait, elle a des limitations au quotidien. Puis il y a une autre manière de lire ce petit schéma qui est en phase avec ce qu'on appelle le modèle social du handicap, c'est de dire que le handicap, il n'est pas dans la personne, mais il est soit dans l'escalier, dans le fait que l'environnement n'est pas accessible à certaines personnes, soit dans la rencontre entre des individus qui ont des spécificités et un environnement qui a lui aussi ses spécificités. Donc quand on raisonne en termes de modèle social du handicap, on prend en compte de manière très forte le rôle de l'environnement. Ce n'est pas l'individu qui est tout seul porteur d'un handicap, c'est le fait que dans certains environnements, il y a certaines spécificités des individus qui deviennent
limitant. Donc, le modèle individuel place, qu'on appelle aussi parfois modèle médical, place le handicap dans l'individu. Le modèle social le place plus dans l'environnement ou dans la rencontre entre un individu et son environnement. Alors, ces deux modèles, ce sont des modèles qu'on appelle souvent idéotypiques, c'est-à-dire que c'est des grands types, et puis dans la réalité, on est souvent un peu entre les deux. Ça peut se mélanger, le modèle individuel et le modèle social du handicap. Pour aller très vite, le modèle médical ou individuel a assez longtemps été dominant. À partir du moment où on a commencé à penser les choses en termes de handicap, au fil du XXe siècle, la manière dominante de voir les choses, qui était portée notamment par la médecine, c'était un modèle médical ou individuel. Et petit à petit, on a glissé vers un mixte entre modèle individuel et modèle social. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas caricaturer les choses. On n'est pas passé complètement de l'un à l'autre. On a une influence grandissante du modèle social, de la prise en compte de l'environnement, sans toutefois faire disparaître le modèle individuel ou médical. Si on prend l'exemple de la France et des définitions légales du handicap en France, on a une définition qui est donnée dans la loi de 2005, je vous l'ai rappelé sur cette diapositive, qui, là encore, est un mixte entre les deux modèles dont je viens de vous parler. On n'est pas, avec la loi de 2005, dans un modèle complètement social du handicap. Loin s'en faut. La loi dit qu'un handicap, c'est une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société qui est subie dans son environnement. C'est là qu'on voit que le modèle social du handicap a eu une influence sur la manière de rédiger les choses, mais par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive de fonction. Donc cette partie-là de la définition qui est donnée par la loi de 2005, elle s'éloigne d'un modèle social pur, si vous voulez, parce que là, on reconnaît, là encore, toujours le fait que le handicap, il vient d'abord d'une altération qui est liée à des individus en particulier. Et la loi précise que ces altérations, elles peuvent porter sur un grand nombre de fonctions. Ces fonctions peuvent être physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. C'est là que la loi de 2005 a innové assez fortement par rapport aux lois qui existaient avant, en introduisant cet adjectif, j'insiste sur le mot, cet adjectif psychique. Vous voyez, la loi ne dit pas le handicap moteur c'est ça, le handicap mental c'est ça, le handicap psychique c'est ça. Elle dit juste qu'on peut reconnaître un handicap lié à des altérations de diverses fonctions. Et parmi ces fonctions, on prend en compte la fonction psychique, ce qui est une nouveauté par rapport aux pratiques qui existaient auparavant. On reviendra là-dessus. Pour essayer toujours de donner un peu de clarté à tout ça, de comprendre mieux comment ça s'est construit, pourquoi on en est arrivé aujourd'hui à parler souvent de handicap psychique, on ne peut pas faire l'impasse sur une approche historique et sociale. Dire ça, ça veut dire que ce n'était pas un avènement inéluctable, qu'au bout d'un moment, on se rende compte qu'il existait des personnes ayant un handicap psychique. C'est une manière de penser les conséquences de problèmes de santé qu'on aurait très bien pu ne pas choisir. Et c'est évident parce que pendant très longtemps, on ne l'a pas fait, et dans beaucoup d'autres pays du monde, on ne pense pas les choses de la même façon qu'on le fait actuellement en France. Pour essayer de vous donner quelques jalons sur cette histoire, quelques très grandes périodes pour balayer un peu tout ça. Je reprends là les réflexions d'un historien et anthropologue qui s'appelle Henri-Jacques Sticker, qui a beaucoup travaillé sur le handicap, qui est un des pionniers du champ en sciences humaines et sociales, qui est parti en fait de la catégorie d'infirmité qui lui semblait beaucoup plus large, beaucoup plus utile pour comparer les périodes les unes par rapport aux autres. Et ce qu'il montre, c'est que pendant très longtemps, autour de l'infirmité ou de ce qu'on appelait parfois aussi l'anormalité, on a une question principale qui oriente un peu les débats, qui est quel est le sens de l'infirmité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont des infirmités ? Et on essaye selon les sociétés, de traduire ça de différentes manières symboliques. Et dans beaucoup de cas, on se rend compte que cette manière de penser ces questions-là, ça renvoie à quelque chose de métaphysique, de divin, quelque chose qui est en lien avec le sacré. Alors dans certaines sociétés,
Ça fait peur, l'infirmité, et on essaye de le mettre à l'écart. Il y a des interdits rituels autour de ces personnes-là, notamment des interdits d'avoir accès justement au divin. Dans d'autres cas, au contraire, ces personnes, elles sont vues un peu comme quelque chose d'intermédiaire entre la société des hommes et puis une société divine, ou en tout cas un rapport au divin. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que ça nous emmènerait trop loin, mais ce qui est intéressant de voir avec Sticker, c'est que à peu près au XVIe, XVIIe siècle, on se met à se poser des questions complètement différentes qui portent beaucoup moins sur le sens de l'infirmité, qu'est-ce que ça nous révèle, qu'est-ce que ça nous dit sur nous-mêmes, sur nos sociétés, mais beaucoup plus des questions pratiques qui vont porter davantage sur qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes-là, comment est-ce qu'on les traite, est-ce qu'on les intègre à la société et comment on peut faire ça. Et cette question, voilà, qui est très, très actuelle aussi, celle de l'intégration, elle a ses racines à ce moment-là, au moment où on passe dans cette question du traitement social de ces populations. Comment faire avec elles? Est-ce qu'on peut trouver des manières que ces gens soient normalisés, pour reprendre un terme qui a été souvent utilisé? Et là encore, on a plusieurs périodes. On a une période assez longue où l'optique principale, ça va être plutôt une optique de ségrégation, c'est-à-dire on met à part ces personnes, parce qu'elles perturbent l'ordre social, parce qu'on ne sait pas très bien quoi faire avec elles, parce qu'on a l'impression qu'elles sont plus faciles à gérer si elles sont regroupées dans un endroit déterminé. Donc cette ségrégation, elle va aussi pouvoir avoir plusieurs sens. Dans une première période, ça va plutôt être pour protéger surtout le reste de la société, et puis petit à petit, ça va être dans l'idée aussi de protéger ces personnes-là, de les mettre dans un environnement qui leur permette, dans la mesure du possible, de développer leur potentialité. Donc là, je commence à arriver au XXe siècle, je brosse à très très grands traits. Au début du XXe siècle, on a des lois qui visent à inventer des endroits, des manières de prendre en charge ces populations qu'on va petit à petit appeler avec des noms différents. À un moment, on va les appeler des personnes anormales, à un autre moment, des personnes inadaptées. Petit à petit, on va en venir au vocable du handicap. Et donc, dans cette première moitié du XXe siècle, on va essayer de penser des endroits où ces personnes, quel que soit leur âge, on va inventer des structures pour les enfants, d'autres structures pour les adultes, où elles vont être protégées, et en même temps, ça va protéger le reste de la société. Il y a vraiment les deux missions qui vont être l'une à côté de l'autre. Avec les progrès de la médecine, mais aussi de techniques de réadaptation, on va avoir une deuxième période au XXe siècle où ce qu'on va chercher à faire, c'est le plus possible à réadapter ces personnes, à trouver des techniques, des appareillages, des modes d'accompagnement qui vont avoir pour but, à terme, de faire en sorte que ces personnes puissent vivre avec les autres. Donc, on avance vers la notion d'intégration, qui va être majoritaire à partir des années 70, mais avec d'abord l'idée de travailler sur les individus, de réadapter ces personnes qu'on appelle justement inadaptées, pour qu'elles puissent interagir le plus normalement possible avec les autres. Et puis enfin, à partir de 1975, puisque en 1975, vous le savez sûrement, il y a deux grandes lois qui concernent les personnes handicapées et les institutions médico-sociales. À partir de ce moment-là, on va changer de maître mot, et le nouveau maître mot, ça va être l'intégration. Faire en sorte que le plus possible, pour le plus de personnes possible, dans le plus de situations possibles, on puisse faire en sorte que ces personnes puissent vivre avec le reste de la société, en participant le plus possible à la vie sociale. Parfois, certains commentateurs de l'évolution historique, de la loi de 2005 notamment, pensent qu'on peut dire que la loi de 2005 inaugure une nouvelle période avec un nouveau maître mot qui ne serait plus l'intégration mais l'inclusion, le fait que la société ne ferait pas en sorte de donner plus, de compenser seulement des personnes qui sont défavorisées, mais permettrait une vraie accessibilité en transformant ces structures, ces services, de façon à ce que les personnes handicapées ne soient pas entravées dans leur participation, où qu'elle soit. Il y a beaucoup de débats sur ces interprétations de la loi. Globalement, c'est difficile de tirer
la loi de 2005, de tirer les pratiques actuelles du côté de l'inclusion. On essaye de le faire, on change le vocabulaire. Par exemple, les classes d'intégration sociale sont devenues du jour au lendemain des classes d'inclusion sociale. On a essayé de changer un petit peu les manières de faire, mais globalement, on reste de manière plus ou moins assumée dans une logique d'intégration. On reste aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, dans un mixte entre modèle individuel et modèle social, c'est-à-dire qu'on continue à reconnaître des droits qui sont liés à des situations individuelles et ces situations individuelles, on va chercher à trouver des compensations pour que les personnes soient les mieux intégrées possibles. Donc sur certaines mesures, on peut voir le paradigme de l'inclusion qui commence à avoir un petit peu d'effet, mais ça reste assez mineur globalement. Alors, pour résumer un peu tout ce que je viens de dire, je pense que c'est important, ce que je disais tout à l'heure, de retenir que toute cette histoire du handicap, elle est assez largement arbitraire. Elle est le fruit de processus historiques et sociaux qui auraient très bien pu ne pas se produire. Parfois, on présente les choses de manière à ce qu'elles semblent évidentes, à dire, voilà, pendant longtemps, on a peur du handicap, et puis au bout d'un moment, quand on a mieux compris ce que c'est, avec les progrès de la médecine, avec les progrès du travail social, eh ben, on en vient à une meilleure connaissance des choses, et on en vient à reconnaître ce qui aurait dû être reconnu depuis longtemps, une situation de handicap, par exemple. C'est une perspective qui est très très contestable hein, quand on regarde les différentes histoires nationales. Il y a des constructions très très diverses de la manière de percevoir les problèmes de santé, en particulier, parce que c'est très très compliqué, dans le champ de ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap mental et le handicap psychique. Donc si on prend la question du handicap psychique, la loi de 1975 ne donnait pas de définition précise du handicap. Ce qu'elle faisait, je vais y revenir rapidement après, c'est qu'elle créait des commissions qui avaient pour rôle, entre autres, de dire qui pouvait bénéficier des lois relatives au handicap et qui ne pouvait pas en bénéficier. Dans la manière dont les lois étaient mises en œuvre, dans la manière dont les professionnels devaient s'appuyer sur des réglementations, des barèmes, les personnes qui avaient des maladies mentales ou des troubles psychiques n'étaient pas entièrement exclus, mais n'étaient pas franchement visés par ces dispositifs. Donc le résultat, c'est que des personnes ayant des maladies mentales pouvaient, et pas de manière rare, être prises en charge par des dispositifs destinés à des personnes handicapées, mais elles n'étaient pas directement visées par ces dispositifs. Donc on les raccrochait à des dispositifs existants en disant par exemple que certaines maladies mentales pouvaient entraîner aussi des limitations de l'intelligence. Ou alors des médecins trouvaient que c'était important pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent avoir une vie décente, de pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là. Donc ils tiraient un peu les choses, ils tiraient un peu leur diagnostic de façon à ce que ces personnes puissent être prises en charge dans le champ du handicap. La loi de 2005, elle vient changer ça fortement en disant clairement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, que les conséquences d'altération de fonctions psychiques pouvaient être prises en compte dans le champ du handicap. Donc ça, c'est un changement majeur. Pour reprendre un peu les questionnements de tout à l'heure, hein, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, ce qu'on appelait avant maladie mentale, on va l'appeler handicap psychique. Ça veut dire que, officiellement, les commissions qui relèvent du champ du handicap peuvent reconnaître des handicaps qui sont liés aux conséquences de maladies mentales ou de troubles psychiques. Donc c'est ça qui est fondamentalement différent depuis la loi de 2005. Ça ne veut pas dire qu'on met à la poubelle le terme de maladie mentale et qu'on instaure celui de handicap psychique. C'est deux choses différentes. Ces deux choses différentes et complexes aussi parce qu'elles renvoient à deux champs de politique différents. D'un côté, le domaine sanitaire, où on va reconnaître, traiter, soigner, accompagner aussi parfois des maladies mentales. Et puis de l'autre côté, un champ qui est plus récent, qu'on appelle le champ du médico-social, qui est très important dans le domaine du handicap, qui va s'appuyer sur des professionnels différents, qui va mettre en œuvre des actions différentes, qui va davantage mettre l'accent sur l'accompagnement et qui va être beaucoup plus préoccupé des conséquences des troubles psychiques, des maladies mentales et donc du handicap, éventuellement du handicap psychique. Pour insister encore rapidement sur le côté arbitraire du handicap, c'est instructif d'aller un peu dans les MDPH et de voir comment on travaille dans les MDPH. On se rend compte, entre autres, que sur beaucoup de situations, on est à la frontière
du handicap et on peut être très embêté pour qualifier une situation. Je vous donne un exemple que j'avais observé dans une commission. Il y avait des personnes qui avaient déposé une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une question d'obésité, de surpoids très important. Les professionnels de la MDPH étaient très embêtés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? A priori, l'obésité, ça ne relève pas directement d'un handicap. Et en même temps, dans le dossier, il y avait pas mal d'éléments pour étayer le fait que trouver un emploi, c'était extrêmement compliqué, qu'il y avait des conséquences très durables sur la vie quotidienne, qu'il y avait de vraies limitations. Donc, on semblait être dans la définition globale du handicap. Et en même temps, l'obésité, normalement, ne donne pas lieu à la reconnaissance d'un handicap. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. On pourrait très bien imaginer, ça pourrait avoir une vraie cohérence, que les conséquences de l'obésité soient considérées de manière habituelle comme un handicap. Bon, il y a une question de politique, de délimitation du périmètre, il y a des questions médicales derrière, il y a des questions économiques aussi, parce que quand, par exemple, on ajoute l'adjectif psychique dans la loi, et bien forcément, on fait augmenter la population de personnes pour qui on va potentiellement reconnaître un handicap, et c'est aussi des questions budgétaires qui sont derrière. Donc voilà, tout ça s'entremêle pour qu'à un moment donné, on reconnaisse un périmètre à peu près stabilisé de personnes dont on peut considérer qu'elles relèvent d'une situation de handicap. Autre exemple très, très classique qui a beaucoup été débattu, la différence entre personnes handicapées et personnes dépendantes. En France, depuis de nombreuses années, on a deux champs qui fonctionnent de manière relativement indépendante. Le champ des personnes handicapées qui a tendance à s'arrêter à 60 ans, à quelques exceptions près, et le champ des personnes âgées dépendantes qui, lui, commence à 60 ans, avec des mesures différentes, des institutions différentes, des professionnels différents. Il y a eu des velléités pour faire converger ces deux champs. Là encore, ça s'est heurté très fortement à des questions économiques, pas seulement, mais aussi beaucoup des questions économiques. Et donc, on a abandonné cet objectif de faire converger les politiques du handicap et les politiques de dépendance. Cet objectif de convergence, il était inscrit noir sur blanc dans la loi de 2005, mais on a fini par le mettre de côté, par dire qu'on verrait ça plus tard, qu'en l'état actuel des choses, avec aussi la crise économique, on ne pouvait pas remplir cet objectif initial de convergence. Je vais passer un petit peu. Je vais vous faire un point plus rapide sur les alliances et revirements au niveau politique qui permettent de comprendre un peu comment on est arrivé à la situation que je vous ai décrite. Et puis, très rapidement, je vous donnerai quelques pistes sociologiques qu'on pourra, si vous le souhaitez, développer dans les questions. Alors, dans le domaine spécifique dans le domaine mental et psychique, disons, on a une histoire un peu particulière qui fait que dans ce domaine-là, la construction du champ du handicap a été particulière et assez lente. Premier élément de réponse, dans le domaine médical lui-même, ces affections, tout ce qui était lié aux maladies chroniques, aux limitations de l'intelligence, ça a été des domaines de recherche non prioritaires, qu'on a longtemps laissés de côté. Parce que le cœur de la médecine, pendant longtemps, était pensé comme une médecine qui devait guérir. Or, par définition, ces maladies chroniques ou ce qu'on a appelé plus tard le handicap, c'était justement des affections qu'on n'arrivait pas à guérir. La légitimité professionnelle de la médecine, elle n'était pas là. Elle était principalement sur des affections qu'on pouvait guérir. Et donc, il y a eu un retard pris du côté de la médecine dans ce champ-là. Malgré tout, le XXe siècle, c'est un siècle où il s'est passé énormément de choses dans ce domaine, à la fois dans le domaine psychiatrique, dans le domaine de la prise en charge des maladies mentales, mais aussi dans le domaine de tout ce qu'on a appelé le retard intellectuel et les causes du retard intellectuel. Donc c'est un siècle où on a eu un foisonnement de catégories, de diagnostics pour penser toutes ces limitations, ces difficultés, ces troubles. On s'est mis à découvrir un très grand nombre de difficultés, de maladies génétiques, d'accidents neurologiques qui pouvaient être la cause de limitations. Là encore, je vais passer un petit peu. Ce qui s'est passé, c'est que dans le domaine médical, on a eu, à certains moments,
des alliances avec d'autres champs sociaux qui ont permis une mise en visibilité de certaines populations dont les mouvements politiques ont pu ensuite s'occuper. Notamment, on a eu des alliances entre des associations impulsées très fortement par des personnes handicapées ou des proches et parents de personnes handicapées, comme on dit beaucoup dans ce champ-là. Et ces associations qui se sont assez précocement constituées, ont fini par se fédérer en des grandes fédérations comme l'APF, l'UNAFAM, l'UNAPI, vers le milieu du XXe siècle. Ces associations qui vont avoir un poids très important à la fois sur le plan politique, mais aussi très concrètement sur le terrain pour créer des structures destinées à la prise en charge des personnes concernées. On va avoir dans un premier temps une alliance très forte, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, entre une partie de ces associations et certains champs spécialisés sur les affections qui peuvent être responsables de ce qu'on va appeler les handicaps, notamment le champ psychanalytique, qui va prendre un essor très important à ce moment-là, qui va avoir une position dominante en France. Et cette alliance entre des familles surtout aisées, issues des classes moyennes et supérieures, qui vont créer des associations, et la psychanalyse, ça va aboutir au développement extrêmement fort d'un secteur qu'on va appeler le médico-social, qui trouve ses racines au moment de la Seconde Guerre mondiale, et en particulier au moment du régime de Vichy. C'est quelque chose qu'on a mis longtemps à bien mettre au clair, parce que la France a du mal avec cette période de son histoire, mais il y a notamment un travail historique très intéressant de Michel Chauvière, que peut-être vous connaissez, qui a montré comment, au moment du régime de Vichy, ce qui s'est passé, c'est que la défiance globale du régime par rapport à l'éducation nationale, par rapport au public, par rapport à la prise en charge qui commençait à se dessiner, des enfants handicapés notamment, a conduit ce régime à parier sur d'autres acteurs, sur des prises en charge parallèles par rapport au secteur public, parallèles par rapport à la médecine universitaire, parallèles par rapport à l'éducation nationale, qui va s'appuyer sur le développement d'un nouveau champ professionnel, notamment qui va s'appuyer beaucoup sur les travailleurs sociaux. Et finalement, ces orientations ne vont pas être mises en cause à la fin du régime de Vichy, au moment de la libération. On va trouver que finalement ce secteur, il remplit pas si mal son rôle, qu'il a beaucoup d'intérêt aussi parce qu'il va reposer aussi beaucoup sur l'initiative privée, et donc il est aussi moins coûteux pour l'État. Et donc à partir de là, va se développer un secteur à cheval entre le privé et le public, c'est-à-dire une initiative privée qui va être subventionnée par le secteur public, et cette croissance de ce secteur ne va jamais véritablement être remise en cause à ce moment-là. Il va y avoir à pas mal de moments, c'est assez intéressant de regarder ça de près, je pourrais vous donner aussi, si vous le souhaitez, des références de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Il va y avoir à plusieurs moments, à la Libération, au moment de la rédaction des lois de 1975, de nouveau dans les années 2000, autour de la loi de 2005, des débats pour savoir s'il ne faudrait pas recréer un grand secteur public de ce côté-là, en alliant de nouveau l'éducation nationale, ce que je disais tout à l'heure, la médecine dans les grands CHU, dans les hôpitaux universitaires, et reprendre vraiment sous l'égide de l'État tout ce secteur qu'on a laissé très fortement aux mains d'une initiative privée. Ce qu'on va décider, en fait, au lieu de ça, c'est de conserver tout ce champ très riche, très foisonnant, avec énormément d'initiatives, énormément de spécialités professionnelles qui s'est créées, mais d'essayer de faire en sorte que l'État puisse davantage le contrôler. Donc, la loi de 75, elle a eu beaucoup ça comme but, c'est-à-dire non pas de transformer ce qui existait déjà, mais de contrôler, rationaliser, recentraliser aussi toute l'orientation, la prise en charge, l'accompagnement des personnes handicapées. Donc, les lois de 75, on les a aussi critiquées pour ça, parce qu'elles ont semblé aussi très bureaucratiques, elles ont semblé rajouter une strate administrative à un champ qui était déjà très complexe. C'était en partie le but,
de faire en sorte que l'État puisse y voir plus clair, puisse davantage maîtriser l'orientation des personnes handicapées, que ce soit dans le champ de l'enfance ou que ce soit dans le champ des adultes, et avec ces nouvelles commissions, voir passer l'ensemble des personnes qui peuvent relever d'une qualification en termes de handicap. La loi de 2005, elle fait un pas de plus dans ce sens, avec l'idée effectivement aussi qu'on va essayer, dans la mesure du possible, de réorienter une partie des personnes handicapées vers le secteur public, vers le milieu ordinaire aussi, mais de nouveau, on ne va pas remettre en cause fondamentalement ce qui existe déjà. Vous le comprenez bien, c'est de plus en plus compliqué de remettre en cause un champ entier qui s'est créé, qui a créé énormément de structures de prise en charge. Donc, ce qu'a choisi de faire l'État à travers ces lois, c'est simplement d'orienter, de donner des tendances et puis surtout de pouvoir contrôler, maîtriser davantage les orientations et l'accompagnement de tout ce secteur. Quelques pistes en 5 minutes, et puis je laisserai le temps restant pour les questions. Quelques pistes sociologiques. Alors, un premier point qui me semble particulièrement intéressant et que vous connaissez peut-être donc dans le champ du travail social, il y a eu un très grand débat au niveau de la prise en charge de l'enfance handicapée, alors notamment dans le handicap mental, mais on peut faire pas mal de liens avec le handicap psychique, sur le champ de l'éducation spécialisée. Il y a eu des auteurs, notamment en sociologie, je vous ai mis quelques références, quelques balises. Il y a eu des auteurs qui sont venus mettre en cause la notion, les catégories de handicap mental et également les catégories médicales autour de tout ça, pour dire effectivement, comme on le disait en introduction, pour dire qu'il y avait une sorte de psychiatrisation du social, transformation d'inégalités sociales en inégalités basées sur des processus médicaux. Donc ces auteurs, en s'appuyant notamment sur les théories de Bourdieu et Passeron, comme par exemple Francine Muel, ont essayé de montrer que ce qui s'était passé dans le champ du handicap, c'était surtout que des enfants issus des classes les plus défavorisées et qui étaient particulièrement inadaptés au cadre scolaire aussi, parce que pendant très longtemps, avant les lois Ferry, ils n'allaient pas à l'école. Ces populations-là, qui gênaient énormément l'institution scolaire, on a fini par trouver une manière de les catégoriser qui va permettre de les sortir des classes ordinaires et de les mettre à part. Je caricature un petit peu, mais c'est quand même ça l'idée centrale de Francine Muel, c'est de dire que le handicap mental, c'est une forme de création de catégories pour mettre à part les enfants qui dérangent. D'autres auteurs, un peu dans la même mouvance, comme Pinel et Zafiropoulos, ont montré aussi que certaines spécialités médicales ou spécialités dans le champ psychologique, dans le champ psychiatrique, se sont aussi appuyées sur ces nouvelles catégories, sur ces nouvelles catégorisations. On fait alliance avec des professionnels de l'école, avec des familles, pour mettre en avant des catégories qui sont peu fondées scientifiquement, sont peu fondées médicalement et qui servent surtout à mettre à part, à ségréguer une catégorie de la population qui est, pour sa très grande majorité, liée aux catégories les plus défavorisées de la population. Alors, je parle de débat parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont aussi opposés à ces théories-là. Donc, je vous ai mis, par exemple, l'une des auteurs qui a porté le débat, qui s'appelle Monique Vial, qui a essayé de montrer que ce qui était manifestement faux dans cette démonstration, c'était que ce soit l'institution scolaire qui soit allée chercher des psychologues, des médecins, pour qu'on puisse poser sur ces enfants qui dérangeaient des catégorisations. Elle ne remet pas en cause l'ensemble de la démonstration. Elle est d'accord sur le fait que c'est essentiellement des enfants des classes populaires qui ont été catégorisés comme ayant un retard mental. Et en même temps, elle dit que ce n'est pas une ruse de l'institution scolaire pour se débarrasser des enfants qui la gênent. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de faire un peu le parallèle avec ce qui relève du handicap psychique aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que ces thèses, elles restent intéressantes dans leur manière de décrire, de pointer le fait que ces problématiques, elles sont très liées à un milieu social. Et en même temps,
Si je prends des exemples de catégorisation médicale, psychologique, psychiatrique qui sont récentes, ça ne fonctionne plus, cette manière de penser. Parce que, par exemple, je travaille pas mal autour des catégories liées à l'agitation. Aujourd'hui, par exemple, l'hyperactivité, ce genre de troubles. On ne peut plus dire que ces diagnostics sont posés sur des enfants issus des classes populaires pour les mettre à part de l'école. Pour l'hyperactivité, c'est à peu près le contraire qui se passe. C'est-à-dire que les personnes qui vont chercher un diagnostic d'hyperactivité pour des enfants qui présentent, pour aller très vite, des troubles du comportement, ça va être majoritairement des familles issues de milieux favorisés et ça va leur servir, ça va leur donner un argument en s'appuyant sur la loi de 2005 pour que, au contraire, leurs enfants soient maintenus dans des classes ordinaires, puissent bénéficier par exemple d'un AVS et ne soient pas orientés vers justement des IME par exemple. Donc il y a quelque chose qui s'est retourné, qui s'est transformé dans la manière dont les catégories sont utilisées, ce qui ne remet pas en cause totalement l'idée que ces catégories elles sont aussi utilisées à la fois par des professionnels pour se légitimer, par des familles aussi pour pouvoir se positionner par rapport au parcours scolaire, par rapport à tel type de prise en charge. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ne le laisse penser cette idée qu'on aurait créé de toutes pièces des fausses pathologies pour mettre de côté des enfants ou des adultes, puisqu'on pourrait faire le même genre de raisonnement. Donc pour conclure, je voulais juste vous proposer trois manières un peu de penser en sociologie le handicap psychique et les troubles liés au handicap psychique. On peut raisonner, comme je l'ai fait en partie dans mon propos, en termes de construction sociale des troubles. La notion de construction sociale, elle est très, très utilisée par les sociologues. C'est de manière très générale l'idée que la manière de penser les choses, c'est lié à une époque donnée, à une société donnée, c'est lié à des processus sociaux. Ce n'est pas juste une progression vers la vérité scientifique. Ça dépend de comment la société est structurée, de comment on pense les choses. Alors on peut tirer ça, parfois, disons, un peu trop, en disant qu'on a médicalisé au sens où on invente des choses qui n'existent pas juste pour des raisons sociales, comme certains auteurs ont pu l'avancer. Il me semble, moi, que c'est souvent excessif de penser comme ça. Mais on peut aussi, de manière plus modérée, simplement pointer que une manière de penser, de mettre l'accent sur certains comportements, sur certaines réalités scientifiques, c'est toujours lié à l'état d'une société, à ce qu'elle juge important et à ce qu'elle juge moins important. On se met à s'intéresser à des domaines auxquels on ne s'intéressait pas avant, parce que ça entre en résonance avec des valeurs plus générales qui circulent dans l'espace social. Donc ça, c'est une première manière de penser un peu le fait qu'on s'intéresse aujourd'hui fortement au handicap psychique, alors qu'avant, on ignorait assez largement ce qu'il recouvre. Deuxième grande façon de prendre les choses, réfléchir en termes de production sociale des troubles, c'est-à-dire ne pas dire seulement que médicalement, rien ne bouge jamais et que simplement les catégories pour penser les choses évoluent. On peut aussi montrer de manière intéressante que si les problèmes que rencontrent les individus ne sont pas les mêmes d'une époque à l'autre, d'une société à l'autre, notamment dans le domaine des troubles de l'esprit, que ce soit du côté handicap mental ou du côté handicap psychique, l'expression du mal-être, les atteintes psychiques, elles varient incontestablement d'une société à l'autre, d'une époque à l'autre. Parce qu'elles sont liées d'une part, là encore, à ce que la société valorise, parce que, pour le dire de manière plus simple, on met la pression de manière différente sur les individus d'une époque à l'autre et ça peut créer des troubles différents. Aussi parce que le fonctionnement très matériel de la société, ça peut engendrer plus ou moins de handicap selon, je ne sais pas, si on sait réanimer les bébés ou pas, si la majorité de la population travaille de manière industrielle ou travaille dans le secteur tertiaire. Tout ça, ça change les affections dont on peut être victime, ça change l'espérance de vie des personnes qui ont toutes sortes de handicaps. Donc on peut raisonner aussi en termes de production sociale des troubles, dire que chaque époque, dans chaque société, ne produit pas les mêmes affections, les mêmes handicaps. Et puis, dernière optique qu'on a essayé de développer dans les équipes avec lesquelles je travaille, qui n'est pas contradictoire avec le reste, c'est de raisonner en termes d'usages sociaux des troubles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la société permet de catégoriser, de reconnaître les choses d'une manière ou d'une autre, ça va forcément être pris dans plein d'enjeux sociaux.
dans des enjeux d'orientation scolaire pour les enfants, d'orientation professionnelle pour les adultes, de simplement aussi donner un sens qui soit acceptable pour les familles. Il y a des troubles, parce que derrière, il y a toujours des questions de culpabilité, de savoir est-ce que c'est la faute de quelqu'un si telle personne a tel type de problème. Donc forcément, ces catégories qui sont disponibles, entre guillemets, dans l'espace social, elles vont être plus ou moins activement recherchées, plus ou moins investies, selon les enjeux dans lesquels on est pris. À un niveau individuel, quand on est une personne directement concernée par ces problèmes, mais aussi quand on réfléchit pour un proche, que ce soit un enfant, un parent, un frère, une sœur, etc. On est pris dans des processus sociaux qui font qu'on ne voit pas forcément les choses de la même façon au moment où l'on vit et un siècle avant ou un siècle plus tard, par exemple. Voilà, je m'arrête là pour qu'on ait encore un petit peu le temps de discuter. J'étais un petit peu trop long, je m'en excuse. Et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je vous laisse mon contact pour ceux qui voudraient, qui auraient des questions à poser ou qui voudraient, par exemple, que je leur envoie un peu des références, des lectures sur ce que j'ai raconté. Il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter quand vous voulez. Voilà, je vous remercie. Je tiens à préciser que par retour de mail, suite à votre inscription, vous allez recevoir une bibliographie aussi qui a été élaborée par les collègues du CREPSI également. Donc je vous laisse réagir à cette première intervention qui nous donne une approche sociologique, historique de la construction donc, de ce terme de handicap psychique. Je pense que peut-être ça a commencé à alimenter un petit peu la problématisation qu'on en a faite tout à l'heure. Quand je disais, est-ce que ce terme de handicap psychique, est-ce que c'est une nouvelle façon d'exclure, si on écoute Marcel Neuss, est-ce que c'est une psychiatrisation du social, Maryse Bresson, et aussi Chauvière, dont vous faisiez écho tout à l'heure aussi, qui demandait, lui, si finalement, derrière ce terme handicap psychique, on ne pouvait pas y voir l'ancienne appellation d'inadaptation aussi. Donc c'est des auteurs qui ont travaillé sur ces questions. Monsieur de Liman a apporté des arguments qui nous permettent de continuer à traiter ces questions. Alors je vous laisse interagir.